trick sometimes to make it thicker. You use like a stick like this, and that's beautiful sticks. Yeah. C'est plus qu'une patine, c'est carrément de la peinture, c'est des pigments particuliers. Donc sur ces grès comme sur ces bronzes, il n'hésite pas à mettre des couleurs quelquefois très très vives. Et donc il a intégré la galerie l'année dernière et il fait partie des artistes permanents, donc des petites pièces pour tous d'ailleurs. Généralement, il travaille aussi sur des petites pièces. And it also has his work in Saint-Émilion. There is the Pottery Museum, and inside they have what they call the Wolfart Palace. Là, c'était pour jouer avec la lumière naturelle ou artificielle. Donc il faut que la transparence soit. Donc Alain, il est né en 52, il a fait l'école d'art appliqué. Je le connais depuis plus de 20 ans. Et c'est le mari de Johanna Herr, la femme qui fait les racous, c'est-à-dire les tortues et les... Voilà. Donc lui, il expose en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis. Et la silhouette, ça reste son sujet favori depuis toujours. Et il décline toujours, il est tout le temps en recherche. Alors lui, c'est vraiment l'obsession du même sujet. Et il va chercher différents matériaux. Hein. Là-bas, c'est du thermolaqué comme Corten, raku. Ça, cette silhouette-là, elle est vraiment magnifique. Belle. Alors, la technique du raku, c'est une technique de cuisson japonaise qui est... donc souvent les terres sont très chamotées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grains, c'est une terre épaisse, un peu lourde, qui tient bien quand on monte les pièces. Ensuite, c'est cuit une première fois, donc c'est de la terre qui est biscuitée. Ensuite, elle est émaillée, remise au four, sortie incandescente du four. Le passage à l'air fait craqueler l'émail, ça fait un choc thermique. Ensuite, les pièces sont enfouies dans la sciure. Comme elles sont encore en fusion, elles enfument et enflamment la sciure. Et l'enfumage pénètre dans les craquelures et partout il n'y a pas d'émail. Donc en fait, les lignes noires, c'est enfumé. Là, il n'y a pas d'émail sur les lignes noires. Et là, c'est une sculpture qui est en 2, 4, 6 morceaux. Les 6 morceaux sont posés les uns au-dessus des autres. Donc elle est née en 61. Elle expose beaucoup en France et à l'étranger. Et c'est la première fois que je l'invite. Donc elle est comme Véronique Wirth. Elle est invitée de la galerie pour l'été. Donc il y a ces pièces ici. Et puis il y a eu des petites pièces dans la galerie tout l'été. Et elle a débuté la sculpture en 90. Et elle a présenté ses premières expos en 97. Donc ses sujets favoris, c'est le nu et les animaux. Donc toujours très engagé dans la pureté des lignes, avec des courbes. Moi je trouve que la queue du chien c'est excellent. Voilà, elle travaille tout. Et alors elle travaille la cire directement. Hein. Elle fait pas souvent les sculpteurs qui sortent des bronzes ou travaillent en terre ou en plâtre. Ils vont à la fonderie après. Et c'est des bronzes qui ne sont pas faciles à sortir et elle travaille avec une fonderie qui est près de Clermont-Ferrand. Alors Emmanuel Michel, moi je le connais depuis, il est né en 70, donc je le connais depuis plus de 20 ans. C'est un artiste voyageur assez incroyable, parce que quand je dis qu'il est né en 70, c'est donc très jeune. Et il part depuis... En fait, il a fait d'abord, il a fait une... Pardon, elle était contente. Je suis née de la même année. Ouais, c'est très jeune. C'est très jeune pour tout le travail qu'il a déjà sorti.
donc il a fait une école de restauration de tableaux et il est parti en Égypte pour une restauration d'une fresque. Il n'avait même pas 20 ans. Et quand il est revenu, il a commencé à travailler des croquis de ses carnets de voyage parce qu'il avait beaucoup fait du carnet dans ce séjour. Et après il a fait des tableaux et après c'est parti, il est reparti, il est reparti. Donc il fait pratiquement un voyage par an et c'est un vrai artiste voyageur. Tout son travail s'appuie sur ses carnets de voyage. Alors autant dans les tableaux il indique le pays où il a été, autant dans les sculptures il ne nomme pas les pays à qui appartient, enfin d'où sortent ces sculptures. Donc il a fait sa première expo en 88. Et il expose dans plein d'endroits en France. Il est capable de remplir son camion, d'aller sur un week-end à l'autre bout de la France, déployer des tableaux. Alors on va aller voir à la brasserie aussi, il y a des grands tableaux. Et je sais pas, il a vu les 5 continents, il a été sur tous les pays en fait déjà, tous les 5 continents. Il est présenté donc en France, dans plusieurs galeries, en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis. Et la force dans sa sculpture, c'est l'association bronze. Ce sont des bidons qui découpent. Cocopelli, là, cette sculpture, c'est tête en terre cuite, corps en métal. Et en novembre, il sera à la galerie pour présenter son livre. Elle est très très connue dans l'Oise. C'est celle que j'ai connue d'ailleurs. Et alors elle travaille essentiellement le grès. Ça, ce sont 2 sculptures en grès qui peuvent vivre dehors toute l'année, exactement comme les sculptures de Wolfart, c'est du grès. Donc dans la galerie, j'ai des petites girafes comme ça, en bronze, et puis comme ça, il y en a encore une qui s'appelle la Dame de Bergerac, parce que j'ai fait une grosse expo personnelle pour elle dans la galerie en printemps 2014. Là, vous verrez. Donc les chevaux, il les connaît extrêmement bien. Donc, ah ouais, c'est génial. Tout est juste, toutes les articulations, tout. Dans le sanglier, on voit que l'armature du départ, tout le dessin de la sculpture est en fil, hein, en fil de fer. Tu peux la laisser se balancer. Donc c'est un bronze, hein, la descente n'est pas en bronze, c'est du métal, d'ailleurs ça se voit puisque c'est rouillé, le bronze ne rouille pas. Elle expose en France et en Espagne, je la connais depuis 12 ans et j'aime beaucoup son travail depuis toujours. Elle idéalise les rapports humains dans toutes ses sculptures. Elle travaille aussi sur des groupes qu'elle met ensemble et des couples aussi, elle travaille sur le couple beaucoup. Et l'expression de ces personnages est vraiment s'exprime par les attitudes. Un déhanchement, un pied en dedans, un pied en dehors, une tête un peu inclinée.
Donc il défend l'immobilité dans ces sculptures suspendues, c'est pareil, des instantanés. Et il y a tout un univers de création de sculptures suspendues, donc en bronze, laiton et fil. Et ces fils, c'est vraiment ce qui symbolise les liens entre le monde animal, le monde humain, entre les humains, voilà. Et ce lecteur est un des personnages de son cirque philosophique. Elle a formé aussi beaucoup de gens en animalier, en sculpture. Et toute la force du travail de Johanna Herr, c'est dans l'expression. Toutes ces sculptures, si vous passez dans la galerie, vous verrez, que ce soit un oiseau, un ours, une tortue, il y a un mouvement qui est suggéré, il y a une vie qui est très significative et en fait qui est assez rare dans les sculptures, chez les sculpteurs en terre cuite. Souvent, et je ne critique pas, mais souvent les animaux sont statiques et chez Johanna Herr, il y a toujours un mouvement qui est suggéré. Manifestement, vous êtes la maman de ces tortues qui l'a sortie du four, vous les y avez mis, si on peut dire, qui sont absolument magnifiques. On a vu d'ailleurs beaucoup, vous vous appelez Johanna Herr. Johanna Herr, et on a vu beaucoup de vos œuvres dans la galerie de Bénédicte. J'ai cru entendre tout à l'heure que c'est vos plus grosses pièces. Oui, oui, et ça fait à peu près 35 ans que j'ai envie de les réaliser, donc il faut de la patience. Bien sûr. Mais elles sont patientes, les tortues, donc c'est bon. Ouais. Et pourquoi tout d'un coup vous avez... Ah non, c'est pas tout d'un coup, c'est Non, mais que vous avez réalisé cette envie. Ah, ben parce que j'ai un mari qui m'a fait le cadeau de me construire un four et surtout les poulies, toutes les choses qui vont avec pour le faire. Parce que ces bestioles, elles pèsent? Elles pèsent, je sais pas, 100 et quelques chacun. Mais c'est surtout que l'année dernière, nous sommes allés au Galapagos. Donc j'ai vu des photos depuis 35 ans, les documentaires, des choses, mais là je les ai vus en vrai et là je ne tenais plus. Donc l'anniversaire, l'année dernière c'était cette année, me voilà. Et ben elles sont très réussies, très réussies. C'est vraiment une passion chez moi les tortues. Alors moi aussi j'en ai d'ailleurs des tortues, oui. Je sais pas. J'aime beaucoup les tortues. Bien, alors monsieur, vous vous approchez? Monsieur qui sort les des tortues. Oui, oui. À part construire des fours, vous vous appelez? Alain Curillo. Alain Curillo, et parmi les œuvres qui sont exposées ici, vous êtes... les silhouettes qui sont... Les silhouettes qui sont là-bas, oui. Et en particulier celle que j'ai trouvée magnifique en raku. C'est elle qui m'a initié au raku et voilà. Donc vraiment vous partagez... On partage pas mal de choses. Et vous êtes installés où tous les deux? À côté du Mans. Ah d'accord. Parce que là-bas il y a de la bonne terre ou... Non, pas du tout. Non, c'est pas pour ça. Mais... non, on est arrivé au Mans comme ça. Mais voilà. Ouais. Très bien. Non, la terre elle vient de côté de Vierzon. Ça s'appelle Baillet. Et c'est une terre qui a toute épreuve. D'accord, ben oui c'est ça, mais c'est marrant parce qu'elle sonne, elle sonne pas comme de la terre quand vous tapez dessus. Elle sonne presque métallique, je trouve. Ah oui, peut-être. C'est une idée ou... Et les tortues des Galapagos, elles sont avec la tête rouge comme ça? Non. Ou bien vous avez totalement non, c'est fantasmé vos tortues. Tortues. D'accord. Et ça vous a donné envie de refaire des grosses pièces? Ah, j'ai toujours voulu faire des grosses pièces. L'année dernière, l'année d'avant, on a fait des moutons, tout ça. Mais Alain, il contourne le problème des grosses pièces en les faisant en métal. Non, en morceaux. Oui, j'ai vu là. Oui. Et d'ailleurs, ça avait bougé à cause de la tempête, a dit Bénédicte tout à l'heure. Oui, votre silhouette, il a fallu un peu la redresser. Oui, c'est une question qu'on se posait, c'est que laisser une exposition comme ça, parce qu'elle est là depuis... mois de juin, c'était 3 mois, presque 3 mois, oui, ça va faire 3 mois. Et c'est quand même une prise de risque, non?
La vie d'artiste est une plus. Ça, je veux bien le croire. C'est parmi tant d'autres. Donc, Une de plus, une de moins. Bon. Très bien. Je trouve que c'est absolument le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. merci. Et continuez à faire plein de petites tortures, si je puis dire. Monsieur Dalanaise, vous êtes l'auteur de ce coin magnifique que j'ai photographié pour l'envoyer à mon mari parce que, comme je vous le disais, il cherche toujours des coins pour fendre le bois et je lui trouve jamais les bons parce qu'il ne va pas dans les magasins, hein, lui. Alors racontez-moi l'histoire de ce coin. Ben, j'ai des coins que j'ai récupérés à Ferraille, j'en ai pas mal. Et je les ai observés pendant longtemps, pendant des années. J'ai eu l'idée un jour d'en reproduire un en grand, donc faire un gros coin à partir de ces éléments-là. C'est-à-dire à partir de tout ce qu'on peut récupérer comme élément de ces coins, en faire un vraiment gigantesque comme celui-là, parce qu'il fait en tout, il doit faire, je pense qu'il fait 1,85 m. Alors, je ne voulais pas le faire trop grand non plus, parce que je voulais qu'on puisse voir le dessus. Oui. Au départ, j'avais pensé le faire de 3 mètres de haut, ça aurait été carrément. beaucoup trop haut. Donc je me suis cantonné à une dimension un peu plus réduite. Et voilà, j'ai commencé et je m'y suis mis. Donc j'ai réalisé ça en acier inox, que j'ai oxydé. J'ai oxydé le coin pour lui donner un caractère. Le coin est en... C'est la même matière? Oui, c'est la même matière, mais celui-là est oxydé avec un produit chimique. Et puis la partie inférieure, la partie qui a été ouverte, qui a été disons, séparée par le coin, ça je l'ai laissé en inox, quoique ça, brut. Ça c'est quand même pas mal oxydé. Là. Oui, enfin, il y a quand même un contraste, j'ai voulu faire un contraste de couleur et de matière. Voilà, donc pour moi le coin ça représentait un petit peu la contrainte. Hein. C'est-à-dire qu'à partir d'un élément, on en crée deux avec le coin. Et le coin, il crée cette contrainte dans l'élément, mais il est contraint lui-même. Par le coup de masse. La masse. Et le monsieur qui tient la masse, il est contraint lui-même aussi par les efforts qu'il doit faire. Et puis il est contraint aussi par l'idée de séparer cette pièce en deux morceaux. Alors à partir de là, donc, j'ai réalisé que j'avais fait un passage de l'unité à la dualité, puisque en principe on fait l'inverse, on passe de la dualité à l'unité. Oui, c'est vrai. Mais là j'ai fait le chemin inverse. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais arrivé au ternaire, parce qu'il y a trois éléments maintenant. À partir de 1 et 2, on en obtient 3, c'est-à-dire la partie qui a été séparée, plus le coin, ça fait 3. D'accord. Et alors j'ai utilisé ce coin, donc ce travail de coin sur le matériau, comme métaphore. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, et toujours d'ailleurs dans la société, il y a des gens comme ça qui enfoncent les coins entre les autres. D'ailleurs, on le trouve dans les textes, hein, dans les textes journalistiques ou même à la télé. Il y a un tel enfoncé un coin, le clou, on dit plutôt, un clou, non? Un coin, pour séparer, ouais. Pour créer la zizanie, pour créer des antagonismes entre les gens. Donc je trouvais que c'était quand même de bon ton et que c'était très actuel de réaliser un coin, cette métaphore. On est très imprégné par la notion du temps, la notion de mémoire qu'on retrouve même dans ces bois. Il y a, les attaches, les cicatrices, le passage de lumière, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui est très troublant pour moi, c'est de voir les commentaires des uns et des autres devant ces sculptures qui sont vraiment très différents. Ça réveille vraiment chacun des visiteurs des choses très différentes. Deuxième œuvre, monsieur Dalanaise. Alors là, je suis parti d'une plaque de schiste que j'avais trouvée dans une carrière dans le Cantal. C'est un schiste ferrugineux, comme vous pouvez le voir, qui a rouillé. Hein. Oui. J'ai voulu créer une sculpture avec ça. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est la compléter, disons, faire le complément. Et j'ai réalisé ce complément en fer. Parce que la couleur du fer et la couleur du schiste ferrugineux se complétaient bien, quoi. Donc j'ai fait un lien, je les ai reliés par un lien qui est, comme vous pouvez le remarquer, qui est sous tension, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une force qui a ouvert, qui a séparé les deux pièces. Encore une séparation. Donc il y a ces 5 pièces-là qui sont sous tension. D'accord. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai une pièce qui peut faire passer aussi au concept de temps, à l'idée du temps. Hein, parce que bon, pour faire
un schiste comme ça, il a fallu énormément de siècles, peut-être Oui. de millénaires. Donc j'ai voulu reprendre cette idée du temps. Et ce morceau de schiste, vous l'avez trouvé Je l'ai trouvé dans le sud du Cantal, chez entier? chez Gérard Fournier. C'est Gérard Fournier qui m'a amené dans cette carrière. Et là, j'ai trouvé pas mal de morceaux de schiste. Et j'ai réalisé des sculptures à partir de ces morceaux-là, quoi. Voilà, C'est il est- très beau, il est on à peu dirait près- presque qu'il y a des peintures dessus. il est comme je l'ai trouvé, à part que j'ai coupé la base, là. Oui, Et il était comme ça quand je l'ai trouvé. J'y ai pas touché, hein, à part le lien ici et là. Il y a un lien ici aussi, autrement Oui. ce serait trop fragile. l'idée aussi. Alors j'ai reproduit aussi en fer, j'ai essayé de reproduire le côté stratifié Du schiste. du schiste, vous voyez. Donc j'ai reproduit ça un petit peu pour rester dans le même esprit que le matériau original. Voilà. Il y a aussi une strate ici, il y en a une autre là, vous voyez. Oui, oui. Voilà, donc il est aux intempéries et la couleur, ça bouge pas, c'est toujours Oui, pas. c'est ça. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que quand même de laisser ces sculptures 3 mois comme ça dans un lieu ouvert, c'est aussi un risque. Oui, bon, c'est vrai que là, pour l'emporter, c'est quand même Oui. assez lourd. Hein. C'est Non, lourd mais et je pensais encombrant. plutôt aux intempéries, aux tempêtes. Oui. Il y en a Bon, une là, l'autre on l'a soir. fixée, elle a été fixée au sol avec des, Ah oui, des tiges d'accord. de fer qui. Ah oui, d'accord. Oui, elle est fixée quand même. Hein. Ah oui. Parce que l'autre jour, il y a eu un coup de vent, là, il y a Mais eu oui. une tempête très très forte. Oui, oui, d'ailleurs, il y a une Et silhouette il y a là-bas eu qui a pas mal bougé. d'arbres qui ont été déracinés. Et là, apparemment, ça n'a pas bougé, c'est donc qu'elle était bien fixée. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup Voilà, pour ces merci à belles vous. œuvres.